Je vais commencer par me présenter un petit peu plus. Je suis originaire de Loire-Atlantique, au sud de Nantes. Je ne sais pas si vous connaissez Machecoul. Je suis originaire de cette région, à la limite avec la Vendée. Et j'ai été ordonné prêtre en 73. Je suis parti. Ah oui. J'ai été ordonné prêtre en 73 et je suis parti en Corée en 74, après avoir passé quelques mois en Angleterre pour perfectionner l'anglais. Et puis, oui, j'ai le fil conducteur un petit peu de mon ministère en Corée, ça a été le monde du travail. D'abord, bon, j'ai passé quelques années en paroisse, mais ensuite ça a été avec la JOC, la Jeunesse ouvrière chrétienne, et puis l'Action catholique ouvrière, l'ACO. C'était une période 74 où la Corée commençait à s'industrialiser. Et puis aussi, en lien avec l'industrialisation, il y a beaucoup de gens qui quittaient la campagne pour migrer vers les villes. Et il y a aussi beaucoup de Coréens qui allaient travailler à l'étranger, parce qu'il n'y avait pas assez de travail en Corée. Alors ils allaient travailler au Moyen-Orient, beaucoup, en Arabie Saoudite, en Libye, puis dans d'autres pays du Golfe, en Irak, et même aussi des mineurs qui travaillaient en Allemagne, et puis des infirmières aussi en Allemagne. Oui. Et puis j'ai été aumônier jusqu'en 92 de la CO. Pour la CO, oui, de 87 à 92, j'étais aumônier national. Et puis c'est comme ça que j'ai été choisi comme aumônier international après. Et j'ai donc quitté la Corée pendant 8 ans. J'ai fait 2 mandats comme aumônier international. Et le siège étant à Bruxelles, du Mouvement mondial des travailleurs chrétiens. Et j'ai vécu à Bruxelles. C'était un pied-à-terre parce qu'en fait j'ai beaucoup circulé durant cette période. Et puis à la fin de mon mandat, eh bien en 2001, au printemps 2001, je suis reparti en Corée et j'ai poursuivi la pastorale ouvrière avec l'ACO, mais surtout avec les migrants. Parce que j'ai dit tout à l'heure, au début de mon séjour là-bas, eh bien, les Coréens allaient travailler à l'étranger. Et puis, à mon second retour en Corée, ben, c'était l'inverse. La Corée manquait de main-d'œuvre. Et alors, il y a des travailleurs étrangers qui venaient en Corée. Alors, qui venaient de Chine, c'était les plus nombreux. De Chine, des Philippines, de Mongolie, du Vietnam, du Laos, de Laos pas tellement, non, plutôt du Cambodge, de l'Indonésie, et puis beaucoup de pays asiatiques, hein, de l'Iran aussi, et puis d'Amérique latine. Alors moi, comme je connaissais, j'avais appris l'espagnol quand j'étais à Bruxelles pour mon travail international. Eh bien, voilà, on m'a proposé de travailler spécialement pour les gens de langue espagnole. Toujours en Corée du Nord, peut-être ? Non, non, en Corée du Sud. Ah, Corée du Sud. On parlera de la Corée du Nord tout à l'heure. Oui. Non, en fait, j'étais prêtre à Séoul, la capitale de la Corée du Sud. Et puis, bon, voilà, maintenant, je suis à Paris. J'ai été rappelé pour être supérieur d'autres maisons d'abord, et puis maintenant je suis membre du conseil des missions étrangères. Voilà. Mais j'aime bien retourner de temps en temps en Corée quand même. Alors, je pensais y retourner au mois de mai, j'espère que le coronavirus se sera atténué un petit peu, que je puisse y aller. Je ne suis pas certain, mais... Ouais. Alors, je vais d'abord vous parler de la Corée en général. Hein.
Je ne vais pas tellement parler des martyrs parce que normalement ici vous connaissez l'histoire de comment oui, c'est ça, à travers Pierre Aumêtre, vous connaissez comment l'église de Corée est née, par des laïcs. Hein. Mais je vais vous parler un peu de la géopolitique, parce que pour comprendre bien la Corée et toute son histoire, la géopolitique est très importante. Alors vous voyez ici cette carte, ça facilitera. Vous avez ici la carte des deux Corées, enfin l'ensemble de la Corée. Hein. Et puis vous avez au nord, au nord-ouest, à l'ouest et au nord-ouest, eh bien la Chine, qui a une très longue frontière d'ailleurs avec la Corée. Hein. Et les missionnaires, eh bien c'est cette frontière qui traversait là-bas, au nord, hein, entre la Chine et puis la Corée pour rentrer dans le pays. Hein. Et puis vous avez aussi tout à fait au nord la Russie. Il y a un tout petit bout de frontière avec la Russie, c'était l'URSS autrefois. Et puis à l'ouest, à l'est, vous avez le Japon. Hein. Et tout ça, ce sont des grands pays, hein, des grands pays, des pays puissants. Et qui ont influé énormément sur la Corée. La Corée, pour conserver sa personnalité, pour conserver son indépendance, sa culture, a toujours été obligée de se battre hein, à cause de ses puissants voisins. Et parfois, il y avait des guerres entre la Chine et puis le Japon. Hein. Ils venaient se faire la guerre en Corée. Ou alors ils traversaient la Corée pour aller en Chine ou bien pour aller au Japon. Hein. Alors l'URSS a beaucoup moins, dans le passé, a beaucoup moins joué, mais elle a joué plus récemment. Alors voilà, donc cette Corée eh bien, a dû se battre, c'est pour ça probablement que les Coréens ont un caractère assez vif, hein, oui, parce qu'ils sont combattants, quoi, hein, et ils ont dû se battre, voilà. Alors, oui, justement, dans l'histoire, eh bien, la Corée a souvent été envahie aussi par ses voisins, hein, par le Japon, par la Chine. Et puis, bon, au moment où le pyromètre est allé en Corée, eh bien, la Corée était vassale de la Chine. Et c'est grâce à ça qu'ils ont connu le christianisme. Hein, puisque ils étaient vassals de la Chine, alors chaque année, ils devaient envoyer une ambassade à Pékin pour payer le tribut à l'empereur. Donc il y avait des échanges comme ça, à travers cette ambassade, et puis des échanges aussi commerciaux. Et puis c'est comme ça que des Coréens d'une ambassade ont découvert des livres sur le christianisme en Chine. Ils les ont rapportés en Corée, ils les ont étudiés, ils les ont trouvés très bien. Et c'est ainsi qu'ils ont formé la première communauté chrétienne. Hein. Donc, vous voyez, c'est le fait d'être vassal, eh ben, ça a servi aussi à la Corée pour devenir, eh bien, pour connaître Jésus-Christ. Donc à cette époque, c'était la Chine, mais c'était des relations, oui, ils étaient vassaux, hein, mais les relations étaient quand même assez fraternelles avec les Chinois, malgré tout. Les Chinois n'étaient pas trop embêtants, hein, du moment qu'ils reconnaissaient le pouvoir impérial de la Chine. Voilà. Et puis après, eh bien, la Chine
le Japon a commencé à se batailler avec la Chine, hein, et puis eh bien, petit à petit, ils ont écarté la Chine, et puis ils se sont emparés de la Corée. Hein. C'est comme ça que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, ça a pris quelques dizaines d'années, mais en 1910, eh bien, ils ont annexé, hein, c'est plus qu'une occupation, c'est une annexion de la Corée. Ils ont supprimé le plus possible la culture coréenne, interdit de parler le coréen, interdit, l'enseignement était tout en japonais, hein, et on n'enseignait plus le coréen dans les écoles, hein, et puis les noms avaient été transformés, ils avaient tous des noms chinois, des noms japonais, pardon, des noms japonais. Hein. Ah, c'était une véritable assimilation. Bon, comme tout ce qui est mauvais, il peut y avoir aussi des choses bénéfiques. Hein. Par exemple, ça a beaucoup discipliné les Coréens, qui étaient plutôt nonchalants. Hein. Et puis, grâce aux Japonais, je ne dirais pas ça s'il y avait des Coréens qui étaient là. Je ne dirais surtout pas ça. Mais c'est la réalité, hein. Il y en a quand même qui le reconnaissent. Hein. Parce que les Japonais ont aussi créé tout le réseau de chemin de fer. C'est eux qui l'ont fait. Alors mais par contre, ils ont volé tout le bois qu'il y avait. Hein. Toutes les montagnes ont été dénudées. Eh ben oui, c'est ça la réalité. Hein. Alors voilà, pour comprendre l'histoire, donc cette géopolitique est très importante. Hein. Et puis, bon, je vais vous parler maintenant de la population. Bon, d'abord, les deux Corées, ce sont des petits pays. Hein. Ce sont des petits pays, au point de vue superficie, j'entends. Ils peuvent être grands au point de vue économique, mais ce sont des petits pays au point de vue superficie. Puisque la Corée du Sud fait à peu près 100 000 km², à peine, hein, c'est-à-dire la Bretagne et la Normandie réunies, mais avec 50 millions d'habitants. 51 millions. Alors imaginez la Bretagne et la Normandie avec 50 millions d'habitants. En France, à peu près aux alentours de 135 à 140 habitants au kilomètre-carré. En Corée du Sud, eh bien, c'est plus de 500 habitants au kilomètre-carré. Et avec le développement économique et les migrations de la population, eh bien, une ville comme Séoul, Séoul et puis la province qui entoure Séoul, c'est petit, hein, qu'on appelle le Gyeonggi-do, eh bien, ça représente presque la moitié de la population, à peu près 24 millions sur 56, qui est regroupée sur un petit territoire. Et maintenant, on a des campagnes certaines campagnes sont presque désertiques. Il y a très peu d'habitants. Et puis en Corée du Nord, eh bien, il y a 25 millions d'habitants. 26 millions. 26 millions, donc la moitié à peu près. Ouais. Et la Corée du Nord est un peu plus vaste, 120 000 km². Mais c'est très montagneux, beaucoup plus que le Sud, qui lui-même est pourtant montagneux, hein, mais plus que le Sud encore. Et puis beaucoup plus froid. Le climat est rude, très très rude. Il ne faut pas oublier que la Corée, c'est un appendice de la Sibérie. Hein. Ouais. C'est un appendice de la Sibérie. Alors, j'ai oublié, j'ai parlé d'histoire, mais j'ai oublié de vous parler de l'histoire plus récente. Je vais le faire maintenant quand même. Oui, donc ils ont été envahis par
par le Japon, assimilés par le Japon. Et puis, eh bien, il y a eu la guerre 39-45. Et les Japonais ont pris le côté de l'Allemagne. Hein. Et alors, ils ont attaqué les États-Unis. Et c'est grâce à cette attaque, probablement, que les Américains sont entrés en guerre du côté des Européens, parce que, enfin des Anglais, des Français. Si autrement, je ne sais pas ce qu'ils auraient fait. C'est pas évident qu'ils auraient choisi. Ils ont été attaqués, alors, c'est pour ça. Et alors, eh bien, le Japon a perdu la guerre. Et alors, eh bien, à la fin de la guerre, les Russes et les Américains se sont mis d'accord pour désarmer les troupes japonaises, mais aussi coréennes, puisque la Corée était assimilée, hein, japonaises et coréennes, qui étaient en Corée. Les Russes, depuis leurs frontières, que vous voyez, hein, jusqu'au 38e parallèle, qui est à peu près au même niveau que la coupure, là, entre le nord et le sud. Hein. Sauf que le 38e parallèle va tout droit, lui, comme ça. Et puis les Américains, depuis le sud du pays jusqu'au 38e parallèle. Hein. Et c'est comme ça que, de facto, le pays s'est trouvé divisé en deux. Hein. Oui. Et c'était vraiment une volonté de s'emparer de ce pays. Parce que les Américains, ils ont été mettre comme chef d'État un Coréen, mais qui vivait en Amérique depuis longtemps. Et puis les Russes, eh bien, ils ont mis Kim Il-sung, qui était tout à fait très habillé. Voilà. Et c'est comme ça, donc, oui, puis qu'ensuite, la Corée du Nord a voulu réunifier le pays par la guerre. Et ils ont pris, en 1950, ils ont pris la Corée du Sud vraiment par surprise. Les Coréens du Sud n'étaient pas du tout préparés à faire la guerre. Hein. Et alors, ils n'ont eu aucun mal à s'emparer pratiquement de toute la Corée du Sud. Hein. C'est-à-dire, il ne restait plus que la ville de Pusan ici. Tout le reste était occupé par les Nord-Coréens. Et puis c'est alors que les Américains sont intervenus. Ils ont débarqué à Incheon, qui est le port de Séoul. Hein. Ici, vous avez Séoul et vous avez Incheon ici. Alors, ils ont pris à revers les troupes communistes qui ont dû refluer à toute vitesse vers le nord. Hein. Et ils sont remontés pratiquement jusqu'à la frontière chinoise. Et puis alors les Chinois sont intervenus. Ils ont fait redescendre le front. Ils sont intervenus en masse. Hein. Et ils ont fait redescendre le front jusqu'au sud de Séoul. Et puis après, c'est remonté au nord. Et ça s'est stabilisé, ce que vous voyez tout à l'heure, maintenant, là, et qui est pratiquement le 38e parallèle. Voilà, au point de départ. Mais après 1 million de morts. Bon, la religion maintenant, la religion traditionnelle de toute la Corée, c'était le chamanisme. Hein, le chamanisme, c'est-à-dire une sorte d'animisme, hein, avec des chamans qui sont en général des femmes. Hein. Et ça reste, les Coréens restent marqués par ça. Il ne faut pas gratter trop loin. Il y a encore, dans le pays, de toute façon, en Corée du Sud, on trouve beaucoup d'hôtels chamanistes. Hein, dans certains lieux, surtout les
certaines montagnes. Oui, on trouve des hôtels chamanistes. Mais tous les gens restent marqués par le chamanisme. Ça imprègne toutes les religions aussi. Le bouddhisme, par exemple, dans presque tous les temples bouddhistes, il y a des hôtels chamanistes. À part, mais ils sont là. Ils sont là. Et ils prient quel genre de dieu, les chamanistes? Oh, c'est des dieux. C'est la nature. C'est la nature. Hein. Oui. Et puis alors, il y a le confucianisme aussi qui est plus autant une philosophie qu'une religion. Hein. Et c'est très hiérarchique, le respect des ancêtres. Hein. Et puis, bon, c'est très hiérarchique, oui, parce que bon, ce sont les hommes qui ont le pouvoir, et puis alors, l'âge aussi compte beaucoup. Hein. Même à l'école, quelqu'un qui a un an de plus, il est supérieur. Et ça aussi, ça reste, même si ça s'atténue avec le temps, quand même, par rapport au temps, à l'époque où je suis arrivé en Corée, et puis maintenant, bon, il y a toute une évolution qui s'est faite. Ça tend à diminuer quand même, mais ça reste présent. Et puis alors, bon, le bouddhisme, actuellement, le bouddhisme a beaucoup perdu en Corée, hein, beaucoup perdu. Il a beaucoup perdu en nombre. Mais depuis une dizaine d'années, je trouve qu'il y a un renouveau du bouddhisme en Corée. Hein. Oui. Et les bouddhistes représentent à peu près 30% de la population. Et puis les chrétiens aussi, à peu près la même chose. Hein. Les protestants, à peu près 19%. Et puis les catholiques restent. Et nous? Oui, 11% à peu près. 11%. Ouais. Et 11%, ça représente quand même plus de 5 millions de catholiques. Hein. Ouais. Pour la Corée du Nord, je vais en parler après. Oui, 50 millions. Donc 10%, ça fait 5 millions, un peu plus de 5 millions. Oui. Alors, bon, je vais passer maintenant de l'autre côté de la frontière. Oui. Non, je veux dire un petit mot quand même aussi quand même de l'économie. Alors l'économie du Sud est très florissante actuellement. Hein. Même si le développement économique, bon, il y a quand même du chômage qui se manifeste, bon, mais l'économie tourne quand même relativement bien. Même si les Coréens te diront qu'elle tourne mal, mais en réalité, elle tourne beaucoup mieux que la nôtre. Ça, c'est sûr. Hein. Oui. Mais ça avait tellement bien tourné avant qu'ils ont l'impression que maintenant, oui. C'est comme nous après les 30 glorieuses. Quoi. Alors, la Corée, l'économie coréenne, bon, dans les années 70-80, c'était beaucoup le textile. Vous vous souvenez peut-être, hein, beaucoup de vêtements étaient importés de Corée, en France. Hein. Beaucoup. Et maintenant, ça a disparu. La main-d'œuvre coréenne est trop chère. Alors, c'est parti au Vietnam, c'est parti au Bangladesh, c'est parti au Laos, au Cambodge. Ouais. Voilà. Et puis,
Par contre, l'électronique, là, ils sont vraiment les super. Hein. L'électronique, c'est vraiment leur domaine, ça. Hein. Internet. Ouais. Et puis, aussi, la construction de bateaux, hein. La construction de voitures. Hein. Beaucoup de bateaux sont fabriqués en Corée. Hein. À Busan, oui. Oui. Ulsan, puis beaucoup d'autres lieux. Mokpo. Oui. Et puis, oui, ouais, c'est ça. Hein. Et, mais depuis une bonne dizaine d'années, eh bien, le chômage a tendance à augmenter. Et surtout parmi les plus instruits. Eh oui, parce que tout le monde veut faire l'université, veut faire des écoles, des études supérieures. Mais oui, mais il y a des limites à ça. Hein. Alors c'est pour ça, maintenant, on a besoin de main-d'œuvre étrangère, parce que les Coréens ne veulent pas faire se salir les mains. Et alors, voilà. Et puis ceux qui ont l'instruction sont au chômage. Voilà. Et parmi les jeunes diplômés, le chômage, oui, est autour de 7 à 10% hein, maintenant. Ah, oui. Il tend à augmenter. Hein. Bon, maintenant, alors je passe la frontière. Alors, c'est pas facile de passer la frontière. Hein. C'est vraiment pas facile. Pour passer en Corée du Nord, eh bien, il faut contourner la frontière. Parce qu'on ne peut pas la traverser. Alors, j'y suis allé une dizaine de fois. Eh bien, pour y aller, je prends l'avion jusqu'à Pékin. Et puis de Pékin, je prends un avion pour aller à Pyongyang. On ne peut pas passer. On ne peut pas passer. C'est une zone militarisée. On l'appelle la zone démilitarisée. Mais c'est la zone la plus militarisée au monde. Oui. Et alors, je suis allé en Corée du Nord eh bien, une dizaine de fois. Et je ne suis pas allé tout seul. C'était toujours avec une délégation pour une mission humanitaire. Hein. En Corée du Nord, il y a beaucoup de tuberculeux. Alors, il y en a aussi en Corée, il y en avait autrefois en Corée du Sud. Il y en a encore. Et ça tend même à augmenter en Corée du Sud. Mais en Corée du Nord, ça s'est beaucoup développé, la maladie s'est beaucoup développée dans les années 95 à 2000. Ça correspond exactement à la période la plus difficile qu'a traversée la Corée du Nord. Il y avait des famines. Hein. Ils ont eu d'abord de fortes inondations qui ont détruit les cultures. Et puis l'année suivante, ils ont eu une sécheresse très forte. Et ensuite des inondations encore. Et ça fait beaucoup de dégâts. Hein. Et les gens étaient mal nourris. Et alors, ah oui, les gens étaient mal nourris, puis voilà, la tuberculose s'est développée à cause de ça. Alors pourquoi la Corée du Nord a été dans de telles difficultés à cette période? Alors il y a d'autres raisons à cela. Il n'y a pas simplement les inondations. C'est que en 1990, vous vous en souvenez, il y a eu la chute du communisme en URSS. L'URSS a disparu. Or, la Corée du Nord eh bien, était beaucoup aidée par la Russie, par l'URSS. En particulier l'énergie. Eh bien, le pétrole, il venait à bon marché. À bon marché. L'URSS vendait son pétrole à bon marché pour tous les pays de l'Est d'ailleurs aussi. Tous les pays communistes.
Et puis, du jour au lendemain, la Corée du Nord a dû payer au prix fort. Et les Coréens du Nord n'ont pas pu payer. Ils n'ont pas pu payer. Et puis les pièces détachées aussi dont ils avaient besoin pour leurs avions ou pour autre chose, c'était pareil, il fallait payer cher. Hein? Et alors, voilà, l'économie s'est effondrée. Effondrée. Hein? Alors que jusqu'à cette période, l'économie nord-coréenne était plus puissante que celle de la Chine. Ça s'est effondré. Et plus forte aussi que celle de la Corée du Sud à cette époque. Hein. Ça s'est effondré. Et alors, il y avait du chômage, de la famine. Alors, c'est en 1995, je crois, que le gouvernement nord-coréen a demandé à un type qui était fils de pasteur américain, qui s'appelle Linton, qui avait une association qui venait en aide aux tuberculeux, de venir en Corée du Nord pour aider le pays à soulager les tuberculeux de Corée du Nord, parce que ça se développait et le gouvernement devenait inquiet à cause c'était une véritable épidémie. Hein, une véritable épidémie. Et alors, cette association a commencé à aller en Corée du Nord en portant des médicaments, en portant du matériel pour aider les centres, les hôpitaux et les dispensaires et sanatoriums où il y avait des tuberculeux. Hein. Et c'est comme ça que les missions étrangères, en 2004, on a décidé aussi, avec d'autres missionnaires, les missionnaires de Mérinol, qui sont des missionnaires des États-Unis, d'accompagner cette association, de financer aussi un petit peu, autant qu'on pouvait, cette association pour aider les tuberculeux de Corée du Nord. Hein. Tout ça en passant par la Chine. Tout ça en passant par la Chine, oui. Et le régime dictatorial, il s'est mis en place immédiatement après la chute de l'URSS. Non, il y était déjà. Ça a été installé par les Russes. C'était installé. C'est installé par les Russes. À la chute de l'Empire japonais, en 1945. Oui. Alors, au début, les premières années, disons jusqu'en 2010, l'association soutenait à peu près 40 centres. 40 centres en Corée du Nord, des hôpitaux, des dispensaires, des sanatoriums. Et ils fournissaient tous les médicaments. Et puis progressivement, quand même, la Corée du Nord a reçu le soutien de l'OMS et puis ils ont pu obtenir des médicaments pour les tuberculeux ordinaires. Alors, l'association s'est spécialisée sur les tuberculeux qui étaient résistants au traitement ordinaire. Et il y en a énormément qui sont résistants au traitement ordinaire. Et alors, on a supplié le gouvernement nord-coréen, et après bien des discussions, le ministère de la Santé a accepté de créer des centres spécifiques pour les tuberculeux résistants. Parce que sinon, tout le monde devenait résistant. Hein, y compris ceux qui n'étaient pas très atteints de la tuberculose, la tuberculose se transformait en résistance. Oui. Et alors, c'est des traitements qui sont très très coûteux. Hein, très très coûteux. C'est vraiment des remèdes de cheval. Et alors c'est coûteux et puis difficile aussi à supporter pour les gens.
Hein. Vous en avez sauvé beaucoup? Oui, oui, beaucoup. Le gouvernement ne donnait pas d'argent? Le gouvernement nord-coréen n'a rien financé, rien. Bon, Oui, rien. Non, mais ils ont on peut pas développer un programme nucléaire et puis aider les tuberculeux. Ouais, non. il y a des choses à faire. Alors voilà, c'est comme ça. Hein. Et on fait ça aussi. On s'est dit, cette société missionnaire américaine, et puis nous, en fait, nos deux sociétés ont beaucoup souffert du régime nord-coréen, puisqu'on a 12 prêtres qui ont été tués par les Nord-Coréens pendant la guerre de Corée. Mais enfin, nous, les missions étrangères, et les Mérinoles aussi a eu plusieurs prêtres. Il y en a eu moins, mais il y en a eu 3 ou 4, je pense. Hein. Et on s'est dit, c'est une manière de montrer aussi qu'on n'est pas, on est chrétien. L'Évangile nous dit d'aimer nos ennemis. Eh bien, voilà. Pour nous, on ne les considère pas comme des ennemis, mais comme des frères. Voilà. Même si on n'est pas du tout d'accord avec leur système, leur idéologie, mais voilà. Oui, alors on envoie des médicaments en Corée du Nord. Alors, ah oui, faut que j'explique un peu plus. C'est-à-dire qu'on y va 2 fois par an. 2 fois par an, l'association y va. Et on emmène, quand on va là-bas, eh bien, il y a besoin de main-d'œuvre, hein, parce qu'on fait la collecte des crachats d'abord, des tuberculeux. La collecte des crachats pour pouvoir en faire l'analyse. Hein. Alors, les premières années, eh bien, on collectait ces crachats, puis on les apportait en Corée du Sud pour les faire analyser en Corée du Sud. Parce qu'il n'y avait pas ce qu'il fallait en Corée du Nord pour le faire. Hein. Et alors, ensuite, eh bien, on a réussi à obtenir du gouvernement américain une machine qui pouvait analyser. Hein. Et alors, on l'emportait en Corée du Nord et pour faire les analyses. Ça nous faisait gagner beaucoup de temps parce qu'avant, il fallait faire l'analyse en Corée du Sud et 6 mois après, on apportait les médicaments. Hein. Et il y en a qui avaient le temps de mourir pendant ce temps-là et tout ça. Hein. Ben oui. Et alors après, donc, grâce à cette machine, on pouvait fournir des médicaments immédiatement en fonction de leur situation. Quoi. Et puis au début ça a été une, après on a réussi à en obtenir d'autres machines. Maintenant c'est 5 machines qu'on a. Alors ça va, on peut traiter beaucoup plus de cas en une seule fois. Quoi. Et il y en a toujours plus. Oui. Oui, parce que, comme je disais tout à l'heure, le fait qu'il y a beaucoup de malades résistants, eh bien la résistance se développe dans le pays. Et alors la plupart eh bien, deviennent résistants. Ah oui. Pourquoi on ne les vaccine pas? Et maintenant on les vaccine, oui. On les vaccine. Mais c'est pas toujours fiable. C'est pas toujours efficace. Non. Et si l'alimentation n'est pas bonne, eh bien ils peuvent attraper à nouveau la tuberculose. Hein. Ça fait de la malnutrition finalement. Beaucoup, oui. Et puis le manque d'hygiène aussi. Le manque d'hygiène. Voilà. Il faut aucun progrès, quoi. Ah ben attendez, ça on verra quand même. Bon. Et les machines, elles passent la frontière avec les techniciens facilement? Alors voilà, oui, j'allais vous... C'est vrai que c'est... Alors ces machines, on avait l'ordre du gouvernement américain de ne pas les confier aux Nord-Coréens. Alors c'est compliqué. Ça veut dire qu'il fallait les rapporter à chaque fois, après le service,
les rapporter en Corée du Sud. Et quand il n'y en avait qu'une, ça allait, mais quand il y en avait 5, ça devenait compliqué comme tout. Alors, on a réussi à faire un accord avec le gouvernement américain pour que ces machines soient déposées à l'ambassade de Suède, en Corée du Nord. Parce que c'est la Suède qui gère les affaires des États-Unis en Corée du Nord. Voilà. Ouais. Alors comme ça, c'est plus simple. Hein. C'est plus simple. Alors, il ne faut pas que je parle trop longtemps quand même. Hein. Pas plus d'une heure. Bon, en Corée du Nord, eh bien, il n'y a qu'une seule vraie religion. C'est le Kim Il-sungisme. Kim Il-sung, ça vient du nom du président fondateur de Corée du Nord, Kim Il-sung. Kim Il-sungisme. C'est le culte du président. C'est un vrai Dieu. C'est un vrai Dieu. Hein. Maintenant, c'est son fils. Eh bien oui. Oui, son petit-fils maintenant. Son petit-fils. Parce qu'il y a eu Kim Jong-il entre les deux, qui est mort aussi. Oui. Alors, oui, c'est un culte de la personnalité. Et puis, il y a aussi quelques églises. Ça, c'est une église catholique. Je vous en parlerai tout à l'heure. Ah oui, des choses là, je peux revenir à tout à l'heure. Il faut absolument que je vous montre quand même. Alors voilà, ce que je voulais montrer, c'est ceci, là. Voilà, il y a des slogans partout. Hein. Alors, même pour nous, il faut faire attention, parce que si on prend des photos et puis qu'on coupe des morceaux de ces slogans, alors ça ne va pas. Soit on les prend en entier, soit on n'en les prend pas du tout. Hein. Mais il ne faut surtout pas les couper. Bon, parce qu'on peut avoir des ennuis. Oui. Et puis, bon, alors, il y a quand même à Pyongyang quelques églises, une église catholique, une église protestante et puis une église orthodoxe. Mais c'est plus pour faire croire aux étrangers qu'il y a la liberté religieuse. Mais en réalité, il n'y en a pas. Hein. Il y a des chrétiens qu'on a trouvés, qui avaient la Bible chez eux, ils ont été fusillés. Oh. Ouais. Vous n'étiez pas tuberculeux, celui-là. Bon, la Corée du Nord, ce qui frappe quand on va là-bas, c'est la pauvreté. Hein, la pauvreté de la population. Mais il y a quand même un progrès. Depuis les années, le début du siècle, on voit une progression. Hein. D'année en année, moi j'ai commencé à y aller en 2004. Eh bien, entre 2004 et 2015, mon dernier voyage, eh bien, j'ai vu quand même une progression. Les gens vivent un peu mieux. Puis il y a des téléphones portables. Mais j'ai rencontré là-bas l'ambassadeur de Pologne. Eh bien, il m'a dit qu'il ne pouvait pas se téléphoner à son chauffeur, parce que ce n'est pas le même système. Les étrangers peuvent téléphoner entre eux, mais ils ne peuvent pas téléphoner à des Coréens. Ils ne peuvent pas. Alors, l'état sanitaire en Corée du Nord est vraiment minable. Je ne sais pas si vous avez vu une émission, est-ce que c'est passé sur la télévision du Sénat? Je ne sais plus trop, je ne me souviens pas. Mais en tout cas, c'était une équipe de journalistes français qui avait été invités en Corée du Nord. Et on les a conduits à un hôpital. On leur a montré un hôpital absolument merveilleux. Enfin, certaines chambres, au moins, on leur a montré. Et puis, comme par hasard, il y avait une femme qui était hospitalisée, puis elle parlait français en plus. C'était une Coréenne, mais elle parlait français. Bon. Et alors, ils ont pu parler. Et puis, cette femme les a invités chez eux, dans sa famille.
avec son mari, 2 enfants. Ouais. Alors ça, je ne m'en revenais pas. Moi, je n'ai jamais été invité en Corée du Nord. Hein. Et ça, c'était un beau trucage qui a été fait. Mais c'était un hôpital moderne, et puis faire croire que eh bien, tout était bien dans le plus beau des mondes. Hein. Et en fait, ça c'est... non, ça ne correspond absolument pas à la réalité. Ce que j'ai vu, moi, c'est vraiment la misère. Les hôpitaux, ce sont des mouroirs, ni plus ni moins. Ce que j'ai vu. Hein. Des hôpitaux qui ne sont pas chauffés, sauf juste la salle où les gens y sont, quoi, vivent. Mais autrement, ce n'est pas chauffé, l'hôpital. Hein. On se gèle en hiver. Il y a des températures de moins 15, moins 20 en Corée du Nord. Hein. Je me souviens d'un sanatorium qu'on a visité. Eh bien, il y avait plusieurs salles qui côte à côte, hein, 6 ou 7 salles côte à côte, des habitations. Quoi, hein. Et au bout, il y avait un poêle, et puis il y avait un tuyau qui traversait toutes les salles, et puis la fumée se dégageait par là. Alors, c'est tout ce qu'il y avait pour chauffer. C'est tout. C'est tout. Alors, la première salle, ben, ça chauffait un petit peu, mais autant dire que la dernière, il n'y avait rien du tout. Hein. Ça ne chauffait rien du tout. Voilà. Ils ont pas c'est une volonté gouvernementale ou c'est qu'il manque de moyens pour faire... Ben, il manque de moyens. Il manque de moyens. Hein. Alors, vous voyez, justement, je vais vous montrer des choses là qui vont vous édifier, sans aucun doute. Voilà, cet appareil. Devinez ce que c'est. Eh ben, c'est pour faire de l'électricité, oui. On tourne la manivelle à la main pour faire de l'électricité pendant que le chirurgien fait son opération. Alors je pense que maintenant ça ne doit plus exister quand même, mais je l'ai vu, hein, en 2005, je l'ai vu. Bon. Et puis, ben, vous voyez ceci là. Une consultation. La radio. La radio, c'est la radio. Alors, au début que j'allais en Corée du Nord, j'étais un peu surpris de voir des médecins qui étaient tout rouges. Eh bien, ils étaient brûlés par les radiations. Parce que là, il n'y a aucune protection. Ils regardent à travers comme ça. Alors, je n'ai pas pris de radio, hein. C'était pour vous montrer, c'est tout. Oui, c'est moi. C'est moi. C'est moi. Bon, là aussi, on leur a fourni énormément d'appareils de radiographie, hein, énormément, pour tous les hôpitaux et dispensaires dont l'association avait la charge. Eh bien, on a fourni les appareils. Le gouvernement vous laisse faire? Alors, on y va à l'invitation du ministère de la Santé de Nord-Corée. Pour ça, on y va sans aucun problème. Et vous êtes japonais de toute façon. Oui. À partir du moment où vous payez. Oui, absolument, oui. Absolument. Et est-ce qu'il y a des Coréens du Nord qui arrivent à passer en Corée du Sud? Oui, ben, attendez, tout à l'heure, regardez cette question, hein. On va l'aborder. Alors ça, c'est un hôpital où on fait des opérations. Et il y a les opérations pour les tuberculeux. C'est spécialisé les opérations des tuberculeux. Et là, c'est pareil, il n'y avait pas d'électricité. Hein. On a payé beaucoup de générateurs électriques pour pouvoir faire fonctionner tout ça. Hein. Des anesthésies au moins? Alors, justement, ben, bonne question.
Eh bien oui, je me souviens d'un hôpital où le directeur, qui lui-même était chirurgien, il se plaignait de ne pas avoir assez d'anesthésie pour faire ses opérations. Et pas de médicaments. Une fois, dans un hôpital, je suis allé à l'infirmerie, hein, pas à l'infirmerie, à la pharmacie, tous les tiroirs étaient vides. C'est vide, rien. Alors vous voyez ce slogan, parce qu'il y en a partout dans la montagne, dans les bâtiments, ça fourmille. Hein. Alors celui-ci, Ishibil Segi Taeyang, Kim Jong-il, Kangun, Manse. Vive le général Kim Jong-il, lumière, soleil du XXIe siècle. Le pauvre, il en est mort. Ah oui. Quand on voit des slogans pareils... Alors voilà, ça c'est le mausolée qui a été construit pour Kim Il-sung. Et son fils, Kim Jong-il, qui est donc mort en 2012, je crois, eh bien, il est aussi enterré à côté. Là. Donc, oui, alors ce que je voudrais ajouter simplement, bon, il y a eu des pourparlers entre récemment avec Trump, par exemple, un essai, et ça s'est fait vraiment grâce au président sud-coréen, qui est catholique d'ailleurs. Et c'est grâce à lui vraiment qu'il y a eu ce dialogue qui s'est... Il n'a pas ménagé sa peine pour qu'il y ait ce dialogue. Alors au début, le régime de Corée du Nord ne répondait pas du tout aux appels du pied du président sud-coréen. Et puis au moment des Jeux Olympiques, ils ont saisi cette occasion. Là, ils ont répondu. Ils ont proposé d'envoyer une délégation aux Jeux Olympiques. Et puis, ils se sont... le président sud-coréen a fait l'intermédiaire avec Trump pour qu'ils puissent se parler. Et quand même, ce que je peux dire, c'est que la Corée du Nord, ce qu'elle voudrait, c'est un véritable traité de paix avec les Américains, qui jusqu'à maintenant refusent. Parce qu'on est toujours dans un état de guerre. Il y a simplement un armistice, c'est tout, un cessez-le-feu. Je veux dire que ça peut reprendre du jour au lendemain. Et alors, c'est ce qui voudrait être reconnu internationalement, et le traité de paix leur permettrait d'être reconnu internationalement. Alors je trouve que c'est quand même injuste. Bon, je comprends l'arme nucléaire, c'est une bêtise. Mais il n'y a pas que la Corée du Nord qui a de l'arme nucléaire. Les Américains l'ont, les Français l'ont, les Britanniques l'ont. De quel droit eux ne l'auraient pas? Je dis de quel droit? Je suis contre, évidemment, qu'on supprime complètement l'arme atomique. Mais si un pays là, je ne vois pas pourquoi, de quel droit, on lui interdirait à un autre de l'avoir. Bon. Et alors, c'est là, bon, on a mis des tas de sanctions contre la Corée du Nord parce qu'ils refusent de supprimer leur système nucléaire, leur arsenal nucléaire. Ben oui, je regrette, mais on est dans un cul-de-sac avec ça. On est dans un cul-de-sac parce que l'on reconnaisse que la Corée du Nord a l'arme nucléaire, qu'on fasse la paix, et puis après, bon, on pourra exiger d'eux aussi qu'ils soient de bons citoyens du monde. Mais parce que là, c'est le peuple qui souffre de tout ça. Parce
Parce que si la Corée du Nord a fait l'arme nucléaire, c'est parce qu'ils avaient peur de se retrouver comme l'Irak. Hein, qu'on les détruise. Hein, que les Américains les détruisent. C'est pour se défendre. D'abord pour se défendre. Plus que pour attaquer, j'en suis sûr. Voilà, c'est ce que je voulais dire quand même. Bon, maintenant je suis à votre disposition. Si vous avez des questions, je vais y répondre.